Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. C'est une pathologie qui s'attaque aux articulations. L'arthrose est caractérisée par des douleurs au mouvement et une raideur des articulations. Ce 17 septembre est dédié à la sensibilisation du public à cette maladie. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. « 44 communes sur 77 sont touchées par le programme d'alphabétisation au Bénin. Quels sont les mots qui minent le sous-secteur de l'alphabétisation au Bénin? On en parle. Ce 17 septembre est dédié à la sensibilisation du grand public à l'arthrose, une pathologie qui s'attaque aux articulations et progressivement les déforme. Selon les statistiques, en 2050, 315 millions de personnes âgées de plus de 60 ans souffriront d'arthrose dans le monde. Aujourd'hui, heureusement, la recherche a progressé et apporte de l'espoir à ceux qui en souffrent au quotidien. Reportage. C'est une maladie dégénérative qui s'attaque au cartilage des articulations. Elle est souvent citée parmi les maladies de vieillesse. Mais cette pathologie peut aussi survenir chez les jeunes et certains sportifs. L'arthrose n'est pas uniquement la maladie du genou comme on pourrait le penser. On peut avoir une arthrose au niveau des épaules, on peut avoir une arthrose au niveau des hanches, on en a même au niveau des articulations entre les vertèbres. Donc réellement, toutes les articulations peuvent être touchées par cette pathologie. Selon une étude réalisée par plusieurs spécialistes en rhumatologie en 2017, 3% des moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans souffrent d'arthrose. Elle se manifeste par des douleurs au niveau des articulations, un syndrome inflammatoire qui peut être accompagné d'une rougeur. Le diagnostic de la maladie repose sur l'examen clinique. Cette pathologie peut durer toute la vie. Pour la prévenir ou freiner sa progression, les spécialistes recommandent d'adopter une bonne hygiène de vie. Principal facteur de risque, le surpoids. Le rhumatologue est le spécialiste dans le traitement des arthroses, mais on peut aussi recourir au kinésithérapeute pour soulager les douleurs. En fonction du type d'arthrose avec lequel le patient vient, on va faire un bilan kinésithérapie complet et à partir de là, on va établir un plan de traitement pour lui. On utilise en général des agents physiques comme l'électrothérapie, la cryothérapie, la thermothérapie, les mobilisations passives, c'est-à-dire remettre les articulations en mouvement et faire en sorte que le patient puisse recommencer à bouger sans douleur. Et évidemment, apprendre au patient le type d'activité physique qu'il faut faire et l'encourager à continuer à bouger. En 2050, 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans pourraient souffrir de cette pathologie dans le monde et 106 millions de personnes pourraient présenter un handicap sévère causé par la maladie. La recherche médicale sur l'arthrose est en cours. D'après les scientifiques, l'arrivée à court terme d'un biomédicament très prometteur pourrait être un soulagement pour toutes les personnes souffrant de ce mal. En matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ses recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver? Élément de réponse dans ce reportage. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés.
les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Un mot à présent sur l'évolution de l'alphabétisation au Bénin. D'après les données récentes rendues publiques par le directeur national de l'alphabétisation, à ce jour, 44 communes sont touchées par le programme d'alphabétisation. Restent encore 33 autres qui le seront plus tard. Une question se pose, qu'est-ce qui freine les nombreux élans d'alphabétisation au Bénin? Emmanuel Midete nous explique ici les mots qui minent le sous-secteur de l'alphabétisation au Bénin. Le numérique doit se vivre, et cela par les personnes aujourd'hui néo-alphabètes. C'est une opportunité. Elle a été pour l'éducation formelle, et donc elle le sera davantage pour l'éducation non formelle. Maintenant, est-ce que nous en sommes à ce degré de préparation? Aujourd'hui, les communautés, néo-alphabètes peuvent avoir accès à une plateforme qui a été mise en place au nord, au sud, et il y a des documents qui ont été mis sur cette plateforme-là en ligne où on peut accéder facilement à la connaissance et à la documentation. Maintenant, je ne suis pas sûr que les portables qu'on appelle d'appel-réception soient capables de le faire. C'est des portables Android. Et combien ont ces portables Android? Donc c'est à voir. La connexion, est-ce qu'elle se fait même ici au centre, ici à Cotonou? On sait comment ce n'est pas très facile, et par endroit. Et dans les périphéries également. Donc quand on est en profondeur ou non, par exemple, ce n'est pas toujours évident. Combien de personnes s'envoient des messages en langue sur leur portable? Combien de personnes, combien de forums WhatsApp, je veux dire de groupes WhatsApp, s'animent avec des messages en langue, par exemple? Bon, ça c'est des choses à régler. Et on ne se développe pas dans la langue de Tui, l'oiseau se développe dans son plumage. Et donc, travaillons à valoriser notre plumage. Et donc, produisons en langue, produisons des documents dans le but du transfert des connaissances en langue pour permettre aux néo-alphabètes d'avoir accès à la connaissance. Et c'est pas si bien qu'on aura contribué réellement au développement. Donc il y a des questions qu'il faut régler en amont, et pour que le numérique
soit davantage au service et de l'alphabétisation et que l'Avanza se serve davantage de cela pour faire le pas attendu vers le développement. Hors du Bénin et en Côte d'Ivoire, la transformation du cacao a repris des couleurs en août dernier. D'après les chiffres annoncés par le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, ce segment a traité 54 000 tonnes de matières grasses, soit 8% de plus qu'en juillet. On note également une hausse de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Il faut noter que la commercialisation extérieure de cacao est actuellement en bonne voie. Les arrivées de cacao dans les débouchés d'exportation ont atteint 2,1 millions de tonnes au 12 septembre dernier contre 2 millions de tonnes un an plus tôt. D'autres informations pêle-mêle ont marqué l'actualité économique dans le monde. Eco Inter porte la signature de Héloïse Winato. Le numéro 1 asiatique du broyage de fèves de cacao, 4e broyeur mondial, décide de s'implanter en Côte d'Ivoire. Guangchong Cocoa se prépare à faire tourner sa première usine au cœur de la zone industrielle de San Pedro. Cette usine espère broyer ses premières fèves au moment de la récolte intermédiaire du deuxième trimestre 2022. Objectif, 60 000 tonnes dans un premier temps, avec une ambition de doubler voire tripler cette capacité. L'entreprise malaisienne devrait permettre au Conseil Café Cacao ivoirien de diversifier ses marchés et de trouver de nouveaux clients en Asie et au Moyen-Orient. À Madagascar, la campagne d'exportation de vanille a débuté le mercredi 15 septembre et doit se terminer le 31 mai 2022. Première productrice mondiale de cette épice très prisée, la Grande Île a exporté un peu plus de 2300 tonnes en 2020. Cette année, comme les 2 années précédentes qui ont marqué une chute importante du prix de la vanille, le gouvernement malgache a décidé de recourir à la fixation des prix et impose un tarif de vente minimum à l'export à $250 le kilogramme, soit 140 000 francs CFA. Un prix qui fait débat chez les exportateurs. Ils estiment que ce prix est trop élevé. L'aluminium triomphe sur le ring des marchés mondiaux. La tonne de métal poids léger a franchi la barre des $2 800, soit 1 600 000 francs CFA. C'est son niveau le plus haut depuis 2008. Cela représente une progression spectaculaire de près de 90% depuis son trou d'air consécutif à la crise sanitaire. Une envolée liée à la situation que traverse la Guinée, principal producteur de bauxite, ingrédient essentiel à la fabrication de l'aluminium. Ces sous-sols contiendraient environ un quart des réserves mondiales. Bientôt, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique. La proposition a été faite par la présidente de cette commission. Cette taxe s'appliquera à quelques secteurs seulement, l'acier, le fer, l'aluminium et les engrais azotés. D'après le projet de la Commission, la taxe aux frontières s'appliquera dès 2023, mais les entreprises européennes concernées continueront à bénéficier de quotas gratuits de carbone. Ce cadeau disparaîtra très progressivement d'ici 2035. Le Fonds monétaire international prône un prix de carbone à $75, soit 42 000 francs CFA la tonne d'ici 2030. C'est le cours actuel du carbone sur le marché européen des émissions. L'OCDE, quant à elle, envisage de discuter d'un prix mondial du carbone. C'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.